Avant de commencer la vidéo, les amis, j'aimerais vous remercier pour votre soutien incroyable que vous avez sur les dernières vidéos. Franchement, ça fait vraiment chaud au cœur et pour ça, je vous en remercie vraiment fortement, mais de fou. Parce qu'il ne faut pas que vous pensiez que je prends ce soutien-là pour acquis. Non, je vous en remercie fortement. Et voilà, c'est ça qui me permet de produire de plus en plus de contenu, de plus en plus qualitatif et même quantitatif. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse et la review du chapitre 1150 qui se nomme Domi Reversi. Un titre faisant donc directement référence au pouvoir qu'utilise Im-sama dans ce chapitre. Les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Alors, le chapitre n'était pas incroyable, n'était pas exceptionnel. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne me suis pas ennuyé pendant la lecture. Du coup, j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce chapitre et je l'ai lu à peu près 4 fois. Et c'est très rare que je lise un chapitre de One Piece 4 fois. Ça prouve que je ne me suis pas ennuyé pendant la lecture. Ça prouve que le chapitre était plutôt bon. Du coup, je vais lui donner la note de 8 sur 10 parce que ouais, il mérite quand même si c'était pas exceptionnel, mais il était quand même très très bon. Du coup, les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Alors, c'est vrai que dans le chapitre précédent, Oda avait arrêté avec la mini-histoire sur le personnage de Yamato. Il reprend donc avec cette mini-histoire de plus belle dans ce chapitre 1150 de One Piece, étant donné qu'on est au 34e épisode. Et franchement, il me semble que c'est la mini-histoire la plus longue à laquelle on a assisté dans l'univers de One Piece, parce que 34 épisodes, ouais, c'est quand même super long. Du coup, avec ce chapitre 1150 de One Piece, on revient donc avec la mini-histoire sur le personnage de Yamato. On est au 34e épisode et on a une Yamato accompagnée de Ulti et Page One qui a enfin pu déposer le katana de Yasui au temple de Enma. Bon, sa mission accomplie. On se demande maintenant qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Alors, beaucoup ont théorisé que potentiellement Yamato va réunir, comme Oden l'avait fait en se baladant sur le pays des Wano, elle va réunir les anciens membres de l'équipage au 100 mètres pour former, on va dire, bon, peut-être potentiellement les nouveaux fourreaux rouges, si on peut les appeler comme ça. Enfin, elle sera à l'effigie de Oden et ceux qui la suivront seront à l'effigie des fourreaux rouges. Alors, est-ce que c'est exceptionnel? Moi, je dis pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Surtout que si on a potentiellement King et Queen qui se joignent à Yamato, franchement, ça sera assez, on va dire, chelou quand même en termes de puissance, vu que beaucoup pensent que King et Queen, ce sont les goats de l'univers de One Piece. Eh, justement, à propos de ce sujet, j'aimerais faire une parenthèse. Vous m'attaquez quand je dis que Aramaki a vaincu King et Queen. Est-ce que c'est moi qui ai dessiné ça? Vous venez me dire, est-ce qu'ils étaient en pleine puissance et tout? Frérot, tout ce que je sais, c'est que King et Queen ont bénéficié du même temps de repos que les Mugiwara. Malgré ça, ils se sont quand même fait laver par Aramaki. Est-ce que c'est moi qui ai dessiné ça? Pourquoi est-ce que vous en prenez à moi? Moi, je n'ai rien à voir dans cette histoire-là. Bon, c'est vrai que ça vous gêne un peu étant donné que pour vous, King et Queen, c'est potentiellement Law et Kid et tout. Je ris. Bref, sur cette histoire, on n'en a pas encore fini. On y reviendra potentiellement dans une autre vidéo. Du coup, on va parler de ce qui nous concerne. Et ce qui nous concerne tous aujourd'hui, c'est le chapitre 1150. Le chapitre 1150 de One Piece commence où le 1149 s'était arrêté. Étant donné qu'on s'était laissé sur un chapitre 1149 où tu avais une Imu qui avait pris le contrôle de Genko. Alors, on se demandait tout ce qui allait se passer par la suite. Et du coup, là, on n'est pas déçu étant donné que déjà, Oda a daigné suivre directement la trame. Il n'est pas passé, il n'a pas basculé sur une trame parallèle. Alors, bien que si on aurait basculé sur une trame parallèle, ça aurait été quand même intéressant. Surtout que si la trame parallèle à laquelle on avait basculé, bah, ça concernait ce qui se passait sur Marie-Joie. Maintenant, moi, j'ai une question à poser. Pourquoi est-ce que Imu, avec la puissance qu'elle a démontrée dans ce chapitre, n'a pas fait ça sur Marie-Joie, mais elle est plutôt descendue sur Erbaf? Alors, c'est vrai qu'il y a une mission qui incombe les Chevaliers Divins, celle de rallier Erbaf à la cause du gouvernement mondial. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que Im déjà décide d'agir maintenant et pourquoi est-ce que Im veut rallier Erbaf à la cause du gouvernement mondial? Alors, vous allez me dire que si elle agit maintenant, c'est parce que, ouais, dans la prophétie, elle devait agir 800 ans plus tard et tout. Bon, ça n'est pas la question. La question est pourquoi est-ce qu'elle a décidé justement, parce que Genko, en arrivant sur Erbaf, nous avait dit que, bah, il y avait une guerre qui était programmée pour les 800 ans, c'est-à-dire pour la date actuelle, et qu'il n'y a que 3 personnages qui avaient pris connaissance de cette guerre et voulaient annoncer le monde. Les 3 personnages en question étaient Cleof du Clover, le docteur Vegapunk et Nico Olvia. Maintenant, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que c'est précisément maintenant, pourquoi pas avant ou bien plus tard, que Imu a décidé de déclencher cette guerre contre le monde entier? Et justement, pour en revenir sur les géants, si Imu veut la puissance des géants, bah c'est pour se forger une armée vraiment super puissante pour préparer cette guerre. Moi, j'avais déjà dit pour moi, les géants n'allaient pas rejoindre le gouvernement mondial et je m'étais donc
bien trompé, étant donné que, ouais, là, avec les pouvoirs de Imu, déjà, elle a été incroyable, vu que ce que les Chevaliers Divins, ce qui a pris je ne sais combien de temps, de toutes les façons, on n'est même pas sûr que les Chevaliers Divins allaient réussir, justement, à prendre le contrôle de Erbaf. Bah, Imu, elle est venue en plein chapitre, je sais même pas si c'était un chapitre. Elle a réussi à conquérir complètement Erbaf, et il ne lui reste plus que de tuer Barbara Jarl en cime. Bon, si vous voulez, Jarl la barbe en cime. Le truc, c'est que les mecs, on va se poser 2 secondes et on va se demander pourquoi est-ce que Imu veut tuer Barbara Jarl en cime. Alors, moi j'ai déjà ma réponse. Le truc, c'est que Jarl la barbe en cime nous avait déjà dit auparavant que lui, il était attiré par les femmes plus âgées. Étant donné que, bon, Jarl la barbe en cime, c'est l'homme le plus âgé au monde et la femme la plus âgée au monde. Parce que, ouais, il me semble que Imu, c'est une meuf, étant donné que, ouais, on la voit là avec les ailes, la grâce et tout, les longs cheveux. Donc, pour moi, globalement, pour moi, hein, Imu, c'est une femme au vu de sa personnalité et tout ça. Donc, du coup, étant donné donc que Imu semble plus âgé que Barbara Jarl en cime. Et donc, Barbara Jarl en cime avait donc, voilà, Imu. Et puis, ça a donc énervé Imu. Mais Imu dit, mais t'es malade ou quoi? Moi, Imu, tu viens me... Ça va pas dans... Allez, tuez-moi. Bref, pour être plus sérieux, je pense que si Imu veut tuer Jarl, c'est parce que Jarl, c'est le chef officieux du Erbaf. Étant donné que, comme on nous a dit dans ce chapitre, bah, depuis la mort du roi Harald, Erbaf n'a pas de roi. Et donc, étant donné que pour prendre les décisions, on consulte d'abord le doyen Jarl. Bon, officieusement, c'est Jarl qui dirige Erbaf. Et aussi, de par sa longévité, il me semble que Jarl en sait quand même beaucoup, surtout sur le gouvernement mondial. Du coup, en tuant Jarl, bah, Imu tue l'obstacle à Erbaf. Et aussi, Imu veut certainement que ceux qui dirigent Erbaf soient de puissants combattants, ce qui n'est pas forcément le cas de Jarl, étant donné que, bon, moi, est-ce que vous ne me dites que Jarl a son prime avec le niveau de Gold Hero, dont j'en doute fortement de ce qui s'est passé lorsque Big Mom a débarqué sur Erbaf en étant petite. Donc, du coup, je doute vraiment sur la capacité de Jarl à la barbe en cime d'être super puissant, encore moins à son état de vieux. Maintenant, bon, moi je vous le dis, hein, c'est parce qu'il nous a dit en fin de chapitre, ouais, on ne demande pas à un guerrier de s'enfuir et tout. Attention, ce mec c'est un vrai blagueur. Et je ne serais vraiment pas surpris qu'au chapitre prochain, il prenne la fille, ce Barbara Jarl en cime là. Moi je n'ai pas trop confiance en lui. Bref, maintenant qu'on a dit tout ce qu'il y avait autour, on va maintenant parler de Imu précisément. Alors, posons directement les bases. Il est un démon. D'où tire-t-elle ses pouvoirs? Franchement, on n'en sait rien. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Pourquoi est-ce que physiquement elle ressemble à ça et tout? Franchement, on n'en sait trop rien. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un démon. Moi, j'ai une théorie. Potentiellement, les pouvoirs qu'elle a, c'est-à-dire ses pouvoirs magiques, ont été tirés de la même énergie qui a servi à créer l'arbre au fruit du démon. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, tu as fruit du démon. C'est un peu comme si on disait l'enfant du démon. Bref, je ne sais pas si vous comprenez l'allusion à laquelle je vais faire face. Mais le truc, c'est que, comme on sait que Imu était en quête avec les Gorosei, bien évidemment, du Gomu Gomu no Mi, c'est-à-dire le Ito Ito no Mi de Luffy. Du coup, on se dit donc qu'elle n'est pas capable de créer les fruits du démon. Et si Im n'est pas capable de créer les fruits du démon, car elle est en train de chercher, elle est en quête des pouvoirs de Luffy, du Gomu Gomu no Mi et même du Ope Ope no Mi à un moment donné, bah, cela voudrait dire que Imu, bon, elle n'est pas responsable de la création des fruits du démon et que potentiellement la même énergie qui a servi à créer l'arbre fruit du démon, bah, c'est cette même énergie qui a servi à donner les pouvoirs d'Im-sama. Ce qui justifierait donc la possession d'un livre magique par Imu. Parce que pour moi, l'encyclopédie des fruits du démon, c'est un peu l'équivalent du livre magique de Imu. Étant donné qu'on a vu Imu sortir une arme à feu et un couteau. Bon, potentiellement, étant donné que, comme j'ai dit un peu plus tôt, pour moi, les pouvoirs d'Im-sama sont tirés de la même énergie qui a servi à créer les fruits du démon il y a 800 ans. Bon, je ne sais pas, c'est juste une théorie. Mais le truc, c'est que le personnage de Imu, on a l'impression que ses pouvoirs lui permettent d'avoir autant de pouvoir que les fruits du démon, étant donné que là, lorsqu'elle a parlé de donner une partie de son espérance de vie, on a tous pensé un peu à Big Mom, je crois. Parce que là, ça fait penser au pouvoir des armes de Big Mom. Maintenant, là, elle peut sortir, elle peut créer des armes à feu, des couteaux et tout ça. Bref, on a l'impression qu'elle est capable de tout créer via son fruit du démon. Et maintenant, elle a un autre pouvoir. Et son autre pouvoir se nomme le pacte démoniaque. Alors, pacte démoniaque, il n'y a rien à expliquer. C'est juste extrêmement explicite. Du coup, donc, dans un pacte, on va dire, dans un pacte, il faut une signature de celui qui va recevoir
les pouvoirs derrière, de celui qui va recevoir les bénéfices de ce pacte derrière. Alors beaucoup ont dit que c'est potentiellement le sang. Et avant d'entrer en profondeur dans l'analyse de ce pouvoir Jim Sama, j'aimerais revenir sur les Gorosei, étant donné qu'on voit les Gorosei avec des cicatrices. Bon, on s'était tous posé la question, comment est-ce que les Gorosei ont-ils fait pour avoir leurs cicatrices au vu de leur immortalité? Bon, ce dont je suis sûr actuellement, c'est que les Gorosei ont certainement dû affronter Im-sama. Et certainement, Im-sama leur a porté des blessures. Du coup, après ça, Im-sama a réussi à les soumettre comme avec Brogy dans ce chapitre. Étant donné qu'on a vu un Brogy, sa main a été complètement coupée. Mais malgré tout, malgré le fait qu'elle ne soit pas rattachée à son corps, il réussit quand même à continuer à la manipuler. Ce qui est bizarre, donc ce que moi je me dis, c'est que lorsque Imu t'octroie ses pouvoirs, lorsque tu fais le pacte avec Imu, bah tu gardes tes blessures que tu avais auparavant, avant que Imu ne fasse le pacte. Maintenant, pour entrer directement dans ce pacte-là. Bon, avec ce qui est arrivé à Brogy, Dori et les géants d'Erbaf, on comprend que les Gorosei et les chevaliers du vent ne sont pas nécessairement immortels. Ils ont juste un corps immortel. Bon, en soi, ça veut plus ou moins dire la même chose. Bon, ça peut aussi vouloir dire qu'ils sont capables de mourir de maladie. Parce que, ouais, non, je ne sais pas si la maladie pourrait les tuer, mais ils sont capables de mourir. Mais pour le commun des mortels, ils sont immortels parce qu'il n'y a que pour Imu que ce soit encore des mortels, étant donné que Imu leur octroie un corps invulnérable au prix de quelques années d'expérience de vie. Donc, je pense que c'est ce qui a dû être appliqué aux Chevaliers du Vent et aux Gorosei. Maintenant, on comprend un peu mieux pourquoi Saint-Somers manque un peu de mobilité ainsi que Gunko. Bon, même si Gunko, elle nous a un peu montré plus de mobilité, c'est parce que nécessairement, c'est-à-dire véritablement, ils sont vieux. Normalement, ils sont vieux, mais le truc, c'est que leur corps, il est juste immortel. Ça veut dire que la croissance et le développement de leur corps continuent, mais seulement bah, comme le corps, il est juste immortel, il va juste continuer à se reconstituer. C'est ce que je comprends de ce pacte-là. Maintenant, on peut aussi se poser la question, l'espérance de vie que Imu octroie au prix d'un corps invulnérable, elle va où? Est-ce que cette espérance de vie va directement à Imu? Est-ce que c'est comme ça qu'elle a pu se maintenir en vie durant 800 ans? Ou bien elle a pu se maintenir en vie ainsi grâce au pouvoir de l'opération de jouvence du Ope-Ope-Nomi comme Ivankov nous l'avait dit, comme Ivankov avait sous-entendu. Bon, on ne sait pas, il y a encore beaucoup de mystères sur le personnage d'Im-sama. Maintenant, concernant le pacte, j'aimerais aussi revenir sur le personnage de Gunko. Étant donné que Gunko, moi je me suis rappelé de ça récemment, Gunko nous avait dit, en tout cas elle avait dit à Loki, lorsque Loki refusait de devenir chevalier divin, que tout le monde rêve de devenir dragon céleste. Est-ce que cela signifie que lorsque Gunko était encore en vie, lorsqu'elle possédait encore sa conscience, bah, elle voulait déjà devenir chevalier divin. Du coup, elle était partante, elle était consentante pour le pacte et dont les conditions ont plus ou moins un peu changé. Et c'est peut-être pour ça que Imu est capable de prendre possession de son corps. Là où pour Dori et Brogy, ce ne serait potentiellement pas pareil parce que eux, ils n'étaient pas d'accord. Maintenant, on peut se poser la question, quelle est la limite de ce pacte? Est-ce que le Haki est capable de contrer les pouvoirs de Im-sama? Est-ce que le Haki est capable de contrer les pouvoirs de Domi Reversi? Ça, je n'en sais absolument rien, mais je pense que oui. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas soumis Sabo sur Marie-Joie lorsqu'il y était? Bon, peut-être qu'on va dire que plus tu es puissant, moins tu es capable d'être pris par ce pacte. Et ce qui me choque actuellement là, c'est que Imu, elle n'a pas encore regardé les Mugiwara, elle n'a pas encore jeté un coup d'œil aux Mugiwara. Pourtant, ils sont là attachés. Et on peut aussi parler des pouvoirs de Somers et Gunko, étant donné que malgré que Gunko n'est plus en possession de sa conscience et que Somers a été découpé par Gaban, leurs pouvoirs n'ont pas pour autant disparu. Alors, c'est compréhensible. On peut se dire que leurs pouvoirs ont agi comme, on va dire, des codes, étant donné que potentiellement avec ton pouvoir, on va supposer que tu crées des codes et du coup, bon, même si tu es vaincu, les codes ne vont pas pour autant disparaître. Pour en revenir sur le personnage de Imu, les pactes n'ont certainement pas les mêmes conditions d'un personnage à l'autre. C'est pourquoi, à mon avis, Shamrock et Garling, ils n'ont potentiellement pas signé de pacte avec Imu et donc ne bénéficient potentiellement pas des pouvoirs d'immortalité. Maintenant, on peut aussi parler du HDR de Imu. Et tiens d'ailleurs, en parlant de Imu, pour en finir avec elle, à mon avis, Imu n'est même pas à 60% de ses capacités. Parce que là, elle est en train d'agir à travers un intermédiaire. Même si son acquis des rois, franchement, c'était démentiel. Après, vous allez dire qu'on n'a pas forcément fait de comparaison avec le HDR de Joy Boy ou de Shanks. Mais j'aimerais quand même vous rappeler que le HDR de Imu, ça a couvert tout le deuxième monde de Erbaf. Et le deuxième monde de Erbaf, c'est plus grand et de très loin que la majorité des îles dans l'univers de One Piece. Donc, franchement, un HDR qui couvre toute une île, franchement, c'est comparable au HDR de Joy Boy.
Et puis, les géants ne vont certainement pas valoriser le HDR de l'ennemi. Et maintenant, le personnage de Ymue, comme je l'ai dit en termes de puissance, d'après ce qu'on a vu sur la fresque d'Elba, franchement, elle est loin d'être à 100%. Les amis, la vidéo est arrivée à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like celle-ci si elle t'a plu, partage. Et puis, nous, on va se dire after.